Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, quoi de neuf chez Panini Comics? Plein de super trucs et notamment cette semaine, c'est l'arrivée des soft covers de Panini Comics avec bien entendu le troisième et dernier volume de l'event Judgment Days, le gros event qui voyait la confrontation entre les Éternels, les X-Men et les Avengers qui traînaient autour, avec les Éternels qui découvraient le processus de résurrection de la nation mutante de Krakoa et qui considéraient alors que les mutants étaient des déviances à devoir éliminer, et ils s'étaient bien promis d'exterminer tous les X-Men et tous les mutants de la surface de la planète et même du système solaire. Cependant, les X-Men ne sont pas prêts à se laisser faire et les Avengers vont essayer d'être un petit peu entre ces deux camps pour éviter des grands drames. C'était le scénariste Kieron Gillen qui s'occupait de ce gros event chez Marvel Comics, lui qui avait d'abord scénarisé la dernière série en date sur les Éternels et qui est un petit peu le maître d'œuvre des X-Men actuellement avec la série Immortel X-Men et qui a vraiment fait un travail fantastique. Il est épaulé au dessin par le génial Valerio Schiti qui nous avait déjà régalé sur Empire ou sur plein d'autres trucs, sur Iron Man, etc. chez Marvel, qui va notamment faire une série Gods avec Jonathan Hickman chez Marvel qui semble assez mystérieuse et qu'on a très hâte de découvrir. Et donc voilà, pour vous dire que Judgment Day, ça faisait vraiment partie des meilleurs événements que vous ayez pu voir chez Marvel ces dernières années. Très original, parce que malgré une promesse de grand spectacle, Kieron Gillen arrive à y mettre des enjeux très intimistes et à proposer presque un anti-event. Et ça, je vous laisse le lire pour découvrir un peu ce que ça retourne. Mais en tout cas, un event très marquant qui signe un petit peu la fin de la prestation du bon Kieron sur l'univers des Éternels. Softcover veut également dire que les X-Men continuent également leurs aventures avec la saga Destiny of X. Cette fois-ci, on se retrouve avec le 12e et le 13e volume. Donc évidemment, ça continue toujours aussi bien avec beaucoup de choses vraiment passionnantes, notamment Kieron Gillen, je vous dis, sur Immortal X-Men, qui signe vraiment quelque chose, vraiment, moi, je trouve de grandiose, avec un Mister Sinister diabolique à souhait. On a également Ali Wing, qui s'occupe des X-Men Red, et de tout ce qui se passe un petit peu sur Mars, et avec Aurora Monroe, etc., qui signe vraiment quelque chose de grandiose également. C'est comme d'habitude disponible avec des versions collector que vous voyez juste ici, que vous pouvez choper et récupérer assez vite si ça vous intéresse, parce que une fois qu'il n'y en a plus, il n'y en a plus. J'avais oublié de vous montrer, vous aviez également la version collector pour Judgment Days, et on retrouve également le soft cover Marvel Comics numéro 18 qui signe pas mal de nouveautés, parce qu'on va suivre à la fois la suite des aventures de Spider-Man avec un très très beau chapitre scénarisé par Zeb Wells et dessiné par, j'ai oublié son nom, par Nick Dracota, qui justement un peu en tie-in à Judgment Days, qui propose quelque chose d'assez touchant autour de la relation entre Gwen Stacy et Spider-Man. Mais ce n'est pas tout, parce qu'on va aussi voir le début de la grande saga de Jason Aaron sur les Avengers, qui va signer un petit peu la fin et la conclusion de son run assez en dents de scie, mais que moi j'apprécie plutôt pas mal et qui, je trouve, arrive à donner beaucoup de grands spectacles. Du coup, une saga qui va s'appeler Avengers Assemble, où tous les Avengers du multivers vont s'associer pour aller combattre une fois pour toutes Mephisto, qui tente de changer, de faire advenir un monde où il est le seul maître et où le mal a réussi à triompher. Et pour cela, il saute un peu d'époque en époque et de multivers en multivers pour éliminer les Avengers. Et donc, le Robbie Reyes, l'Omni Ghost Rider, va partir un petit peu partout dans le multivers pour se concocter une Dream Team d'Avengers, et on va voir un petit peu ce que cela va donner. Mais en tout cas, sachez que ça va être assez explosif et que c'est vraiment le grand disons, va-tout de Jason Aaron sur les Avengers. Et enfin, dans ce Marvel Comics 18, on va également voir les débuts de la nouvelle série Iron Man. Après le sublime run de Christopher Cantwell sur le personnage, c'est au tour de Gary Dugan de reprendre les aventures de l'Avengers doré, qui va être accompagné au dessin par le très talentueux, moi je trouve, Juan Freyeri, artiste qui a fait pas mal de trucs chez Marvel, notamment du Avengers dernièrement, ou
ou quelques petits trucs chez les X-Men par-ci par-là, et qui va proposer justement prendre Iron Man un petit peu à la suite de Cantwell en nous proposant un Tony Stark un petit peu plus sensible qu'à l'accoutumée, en tout cas que ces dernières années, très en difficulté, et il va tenter de mener un petit peu sa barque vis-à-vis des dernières séries X-Men qui ont été faites, mais ça, eh bien, je vous laisse découvrir un petit peu ce que ça va donner, mais en tout cas, un sommaire, ma foi, fort copieux, avec beaucoup de grandes bastons et de moments très intimistes qui pourront, eh bien, peut-être vous arracher la petite larme à l'œil. Pour la version collector du Marvel Comics, on a droit à une sublime couverture de Brian Hitch, justement pour l'événement Avengers Assemble de Jason Aaron. Après cette petite revue rapide des softcovers, intéressons-nous maintenant aux albums de librairie de Panini Comics, et on continue avec les mutants, avec la série Cable de Gary Dugan et Phil Noto, qui nous arrive en intégrale dans ce magnifique deluxe. Du coup, cette série Cable fait partie de toute l'histoire un peu de Jonathan Hickman sur les X-Men, en tout cas de ce qu'on pourrait appeler un peu l'ère Krakoa, où les X-Men et les mutants en règle générale ont créé une nation pour s'en sortir un petit peu mieux face au monde, en s'alliant avec tous les personnages possibles, que ce soit Magneto, Apocalypse, Mister Sinister, etc., etc. Je pense que vous connaissez maintenant le topo, ça se passe dans House of X et Power of Ten, si vous voulez connaître un petit peu les débuts de tout ça, et ça va être au bon Cable, fils de Cyclope et de Jean Grey, d'avoir ses propres aventures dans ce contexte un petit peu nouveau. Et comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est un Cable un petit peu différent de celui qu'on connaît habituellement. C'est le jeune Cable, le Young Cable, qui était apparu un petit peu avant la révolution de Jonathan Hickman, durant l'arc un petit peu Extinction, qui voyait la fin en fait des All New X-Men, et ce Cable, disons, qui vient d'un autre moment dans le futur pour aider les X-Men, et qui est, contrairement à son homologue un petit peu plus vieux, plus optimiste, un petit peu plus rigolard, un petit peu plus fun en fait, moins dépressif, moins serious business que le Nathan Summers qu'on a l'habitude de connaître, qui est quand même, disons, nous vient un peu de l'ère grim and gritty de Marvel, un petit peu plus sombre. Et cette fois-ci, Gary Dugan va tenter de nous faire découvrir un petit peu mieux ce Cable nouveau, qui va avoir pas mal d'aventures, notamment il va trouver une nouvelle épée qui va, disons, le rendre un petit peu indispensable pour le crossover Ten of Swords. Il va devoir se confronter à pas mal de soucis, disons, au niveau de mutations génétiques et de clonage, qui va le mener à s'allier avec les clones d'Emma Frost et entamer une relation peut-être assez sympathique avec l'une d'elles, et plein d'autres choses. C'est une série qui, dans la continuité de ce que Hickman en fait avait commencé à nous raconter, va nous parler un petit peu d'expérimentation génétique, ça va nous parler de transhumanisme, de déterminisme aussi, et de plein de choses assez chouettes dans ce champ-là. Gary Dugan, moi je trouve, fait vraiment de très bon travail. C'était l'artiste avant, disons, de devenir un peu l'un des maîtres d'œuvre des X-Men actuellement, était surtout connu pour son travail sur Deadpool, qu'il a écrit pendant des années, et qu'il avait, je trouve, magnifiquement caractérisé en faisant à la fois des aventures très fun et en même temps en montrant quelque chose de très sérieux, de très dramatique de la psychologie de Deadpool. Et c'est une formule qui va un petit peu reprendre pour ce jeune Cable, en montrant justement des aventures un peu presque limite inspirées des pulps, en fait des vieux pulps d'aventure des années 50, en nous proposant vraiment des aventures vraiment légères, un petit peu rigolardes et ce genre de choses-là, mais en même temps en nous traitant de thèmes assez sérieux et en nous traitant vraiment beaucoup de l'intimité de ce jeune Cable et de ses relations. Donc moi, c'est une série que je vous conseille vraiment assez chaudement, qui est complète dans ce volume, qui est un one-shot, parce que c'est une série qui n'avait pas été très longue, qui était en 12 chapitres, et qui est en plus magnifiquement illustrée par l'artiste Phil Noto, qui est un régulier de Marvel, qui fait beaucoup de choses, qui a fait du Daredevil, qui a fait du Black Widow, qui a fait un milliard d'autres choses, qui a fait du Jessica Jones assez récemment avec Gail Simons, et qui a un style un peu en même temps un peu réaliste et très stylisé, que moi j'apprécie beaucoup, et qui a un découpage très efficace, qui avant d'arriver chez Marvel pour faire du comics, avait été animateur chez Disney, notamment sur Le Roi Lion,
s'il vous plaît. Donc voilà, cette série Cap, je vous la conseille vraiment très très chaudement. Si vous êtes en plein dans l'ère Krakoa, X-Men, Jonathan Hickman et tous ces trucs-là, vraiment ne passez pas à côté parce qu'elle est vraiment très réussie. Et même si vous n'êtes pas forcément totalement au fait des dernières choses qui a pu se passer dans l'univers des mutants, je pense que vous pouvez tout à fait l'apprécier juste en elle-même, parce que c'est vraiment une très très bonne histoire. Mais partons un petit peu des dernières sorties, si vous le voulez bien, pour aller vers quelque chose d'un petit peu plus, qui sort un peu plus des sentiers battus de l'univers de la Maison des Idées, et je veux bien sûr parler du très attendu Hulk Grand Design de Jim Rogue. Du coup, la nouvelle entrée dans la collection Grand Design de Marvel, qui avait été commencée et lancée par le dessinateur scénariste Ed Piscor, qui avait fait les X-Men Grand Design, et qui voit en fait le principe, c'est de faire une espèce de compilation de l'histoire un peu éditoriale et de l'histoire fictive des grands personnages de l'univers Marvel. Donc ça avait commencé avec les X-Men, on a aussi droit au Fantastic Four, et cette fois-ci c'est au Colosse de Jade de voir son histoire revisitée par le très bon Jim Rogue. C'est vraiment une collection qui est super réussie, qui a un côté un petit peu pop art, un peu indépendant, et qui nous change un peu des tons qu'on peut connaître chez Marvel d'habitude, avec des regards un peu de fans, mais pris un petit peu de biais, qui sont fort intéressants à découvrir si soit on connaît très bien l'histoire de ces personnages et qu'on souhaite les voir sous un autre angle, ou si on souhaite avoir une compilation vraiment assez sympa. C'est vraiment très réussi. En plus là, pour ce Hulk Grand Design, vraiment Jim Rogue se donne vraiment à fond. Il traite vraiment toutes les facettes très différentes de Hulk et fait beaucoup d'expérimentations visuelles avec différents styles artistiques. Dans le début, il va vraiment reprendre un style un peu à la Jack Kirby, très pop, mais plus ça va avancer, plus il va changer un peu de style, il va faire des choses limite au crayon de couleur, va changer de design et des choses comme ça. Donc un ouvrage vraiment assez passionnant à suivre, que je vous conseille si vous êtes fan de Hulk et si vous êtes fan de sorties un peu étranges du catalogue de Marvel. On continue aussi avec un album que moi j'aime vraiment beaucoup et que je suis très heureux de voir republier. C'est la nouvelle entrée de Spider-Man dans la collection Epic de chez Marvel, espèce de palliatif un peu aux intégrales qui nous propose la réédition de sagas et de moments cultes de l'univers de Marvel. Et cette fois-ci, on s'intéresse à l'arc Les Fantômes du passé de Spider-Man, qui compile les années 1984 jusqu'à 1986 du tisseur, et notamment le run très particulier et vraiment très réussi de Tom DeFalco sur le personnage. Alors, cette période de Spider-Man, elle est vraiment assez particulière parce qu'elle va avoir beaucoup de bouleversements. En gros, elle fait suite aux aventures du personnage scénarisé par l'auteur excusez-moi, j'ai un petit trou. Roger Stern, qui avait été réédité assez récemment dans un magnifique omnibus par Panini Comics, qui était un petit peu l'entrée de Spider-Man dans l'âge moderne des comics, et qui voyait beaucoup de nouvelles inventions, notamment le super bouffon, qui va avoir beaucoup d'importance pour ce volume des fantômes du passé. Et en gros, à la fin de son run de Roger Stern, c'est un petit peu engueulé avec Marvel et ses responsables éditoriaux, parce qu'il n'était pas très d'accord avec la direction que prenaient certaines choses, notamment la relation Mary Jane Peter Parker, que lui préférait rester un petit peu platonique et que d'autres auteurs faisaient devenir un petit peu plus sérieuse, et lui était un petit peu en désaccord avec ça, donc il va un petit peu claquer la porte de Marvel après ça, sans nous avoir laissé un moment assez culte dans l'histoire du personnage, parce que ça se terminait, l'omnibus que je viens de vous présenter se terminait par la première aventure de Spider-Man avec le costume noir, et en gros, nous ce qu'on va suivre dans ces fantômes du passé, ça va en gros être la période de Spider-Man après avoir eu le costume noir, ou en tout cas avec certains éléments qui vont se dérouler pendant. Donc des choses assez importantes. Et Tom DeFalco, lui, il était éditeur chez Marvel avant vraiment d'être scénariste sur cette série-là. Il avait notamment été l'éditeur de Roger Stern sur Spider-Man, donc il connaît très bien le personnage, et il va vraiment prendre à cœur de reprendre certaines idées qu'il avait développées, de continuer à les plébisciter, en ayant toujours le regard un peu de Roger Stern sur des aventures très classiques de Spider-Man, presque inspirées de l'esprit de Steve Ditko et de Stan Lee, mais en proposant quelque chose d'un petit peu plus moderne, un petit peu plus bondissant, et en centrant beaucoup ces histoires sur le quotidien de Peter Parker. Notamment, cette série-là va commencer avec un très bel épisode qui revient sur les origines un petit peu de Mary Jane et sur la tragique vie de Mary Jane et pourquoi elle et Peter Parker se comprennent autant. Donc quelque chose de vraiment d'assez touchant qui marche vraiment du feu de Dieu. On va voir, je vous dis plein de choses. Il y a un petit peu à boire et à manger là-dedans, mais beaucoup de très très bonnes sagas. Pour cette série de Tom DeFalco, il était
aidé notamment par le dessinateur Ron Frenz, avec qui il avait déjà collaboré sur Thor, et par le magnifique artiste Sal Buscema, le légendaire Sal Buscema, qui a fait 1 milliard de trucs chez Marvel, jeune frère de John Buscema, qui a fait du Thor avec Walter Simonson, qui a fait du Spider-Man avec JM de Mathéis un peu plus tard, enfin, qui a fait plein de choses, et qui tous les deux nous livrent vraiment des très belles planches. Donc je vous dis, si vous aimez le Spider-Man un petit peu classique, si vous avez aimé l'omnibus de Roger Stern, et bien vraiment jetez-vous sur cette période-là qui est vraiment très réussite. Beaucoup de changements, on est un petit peu à mi-chemin entre le Spider-Man du costume noir et le Spider-Man un peu plus classique. On a le retour du super bouffon, enfin vraiment plein de trucs très réussis que je vous conseille de découvrir bien si vous êtes fan du tisseur arachnéen. En plus, comme tous les Epic Collections, on a droit à une version collector que moi je trouve vraiment assez sympa. Moi j'aime bien un petit peu leur côté un peu pop, justement, un peu presque pop art, un peu dans leur couverture, que moi je trouve un petit peu très réussi en zoomant un peu sur des images cultes des personnages. Donc voilà, les fantômes du passé de Spider-Man a un très bon moment à passer, avec plein de choses assez du genre qui sont abordées, mais toujours de très belle manière, et qui nous montre bien que Spider-Man c'est l'un des plus grands héros, parce que c'est celui qui nous ressemble le plus. Et enfin, on conclut cette présentation avec sans doute ce que vous attendiez bien le plus cette semaine. Je veux bien sûr parler de l'omnibus de Spider-Man 2099 qui nous arrive bien tout juste après une petite semaine de retard, mais qui est toujours aussi beau et aussi sublime qu'on pouvait s'y attendre, et qui est vraiment un sacré morceau que Panini nous réédite là. Alors je vais forcément rentrer immensément dans le détail, parce que on a déjà parlé de cette sortie dans notre dernier Original Monthly, mais je ne peux pas résister quand même à l'envie de vous parler de cette fantastique saga. L'univers un petit peu 2099 futuriste de Marvel, il a été lancé au début des années 90, en fait, quand ils étaient à la recherche un petit peu de nouvelles choses, et surtout dans une période un peu où le cyberpunk et la science-fiction en fait étaient très à la mode, et Marvel va décider de créer un petit peu son univers cyberpunk à lui, et pour cela ils vont faire un petit peu des recherches en interne pour lancer un petit peu tout ça, et ils vont décider de lancer cette saga avec Spider-Man, qui est évidemment toujours le personnage le plus populaire, et pour cela ils vont demander à pas mal de scénaristes en fait de leur proposer des pitchs, et beaucoup en fait vont proposer des trucs assez insipides en fait, qui vont juste présenter un espèce de Spider-Man de Peter Parker dans le futur, très semblable à Peter Parker, mais qui du coup se démarque pas trop. Et c'est au moment en fait où ils vont tomber sur le scénariste Peter David, qui est là depuis un sacré bout de temps chez eux, et qui a notamment signé un run d'anthologie sur Hulk. Lui en fait, Peter David, il va proposer quelque chose de très différent. Justement, lui, il va essayer avec son Spider-Man 99 de créer un anti-Peter Parker en fait, de créer un personnage qui est au contraire de Peter, quelqu'un de très sûr de lui, de très sérieux, qui a déjà un pied un petit peu dans la vie plus sérieuse. Il est fiancé, il a encore ses parents vivants, plein de choses comme ça. Il bosse dans une grosse entreprise, de quelqu'un qui semble avoir réussi. Et qui, Miguel O'Hara, qui va être le nom de ce personnage, va être celui qui va, taper un petit peu dans l'œil de l'éditorial de Marvel, et qui va devenir le Spider-Man 2099. Miguel O'Hara, du coup, en fait, lui, il travaille dans une espèce de méga corporation qui fait des recherches sur les pouvoirs, en fait, des anciens héros Marvel qui sont devenus, à l'ère 2099, des grandes légendes où on ne sait plus vraiment s'ils ont existé ou ce sont simplement des grandes histoires mythologiques. Et lui, Miguel, il va tenter de répliquer les pouvoirs de Spider-Man. Et un jour, en fait, il va être plus ou moins, désavoué par ses chefs qui vont tenter de l'assassiner, et pour réussir à survivre, il va s'injecter lui-même la propre formule qu'il a construite pour copier les pouvoirs de Peter Parker, et il va ainsi devenir le Spider-Man 2099 et tenter de faire régner la justice et de combattre ses anciens patrons du mieux qu'il va le pouvoir. Et ça va lancer toute cette grande saga vraiment très réussie, dessinée par le légendaire Rick Leonardi, qui est vraiment, moi je trouve, un des dessinateurs les plus sous-cotés de Marvel des années 80-90, qui a vraiment un style presque à mi-chemin un petit peu entre l'expressionniste. Moi, il me fait un petit peu penser à un Gene Colan. Donc, c'est pour vous dire le talent du bonhomme. Et avec Peter David, ils vont vraiment réaliser une sacrée saga avec le 2099. Ils vont du coup faire beaucoup de choix assez intéressants, notamment de faire du personnage Miguel O'Hara, quelqu'un qui a une double nationalité, enfin une double origine. Il est à la fois irlandais et mexicain. Ça avait été fait parce qu'à l'époque, c'était l'époque où on commençait à voir un petit peu les prospectives de l'évolution de la culture américaine, et notamment de
l'hispanisation très forte des États-Unis. Donc c'est des choses que Peter David a pris en compte dans son scénario. D'ailleurs, si vous le voyez en fait sur le costume du personnage, il y a un espèce de petit jeu parce que son plastron en fait qui représente une araignée, représente aussi eh bien une tête de mort, en hommage un peu à la culture mexicaine, à la fête des morts et à tous ces trucs-là. Donc voilà, il y a plein de jeux assez intéressants, et le Spider-Man 2089, je vous dis, c'est un Spider-Man très différent, mais vraiment très chouette aussi à suivre. Si vous avez déjà découvert le personnage en allant voir le dernier film en date de Marvel, là, le Spider-Man Across the Spider-Verse, sachez que le personnage est un petit peu différent, il n'est pas tout à fait caractérisé de la même manière en comics. Ils ont fait des choix autres dans le film qui sont, en mon sens, vraiment très réussis, mais qui gardent quand même l'essence première du personnage, c'est-à-dire justement d'un Spider-Man très sérieux, très serious business, un peu dramatique, plus violent que ses homologues, et je ne peux que vraiment vous conseiller de découvrir cet univers 2099 qui, malgré son postulat très futuriste, a des thématiques très en accord, disons, avec notre époque, malheureusement, parce que ça parle de grandes corporations, ça parle de capitalisme fou, ça parle d'écologie, de désastre un petit peu social et de plein de choses dans ce genre-là. Donc des trucs qui étaient déjà, disons, des questionnements qu'on avait dans les années 90, mais encore plus prégnant aujourd'hui, et qui fait de cette série quelque chose d'assez passionnant encore à suivre en 2023. Donc je vous conseille vraiment de vous plonger, si vous le pouvez, dans ce Spider-Man 2089, parce qu'il y a vraiment de très très belles choses à y voir, et des choses peut-être un petit peu déprimantes, mais de très bonnes choses quand même. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que vous réussirez à trouver dans toute cette sélection des choses qui vous intéressent. Il y a vraiment de sacrées sorties cette semaine. Si vous voulez les retrouver, c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe. N'oubliez pas, si ça vous intéresse, de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux en vous abonnant à notre chaîne YouTube, en nous laissant un petit commentaire si vous avez déjà lu certaines de ces histoires et que vous voulez vous donner votre avis. Moi, je serais très heureux de découvrir un petit peu tout ça. Bien évidemment, vous pouvez aussi retrouver tout cela en boutique au 49 rue Lacépède. On aura beaucoup de plaisir à vous retrouver et parler de toutes ces belles choses avec vous. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine.